Après l'île Maurice, première étape de sa tournée africaine, Emmanuel Macron met le cap sur l'Afrique du Sud. Un G20 s'y tient ce week-end. Sans les présidents américains et chinois, il faut le souligner. À compter de lundi, ensuite, le chef de l'État français se rendra au Gabon et en Angola. C'est cette visite et les enjeux de cette tournée africaine au pas de course qu'on va tenter de comprendre et d'analyser avec vous. Nicolas Normand, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Sénégal, au Mali, au Congo-Brazzaville et en Gambie. On vous doit cet ouvrage, le grand livre de l'Afrique, chez Erol, sous-titre Chaos, émergence au sud du Sahara. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. D'abord, comment est-ce que vous analysez le choix de ces pays et de cette tournée au pas de course du président français en Afrique? Alors d'abord, il y va pour 2 réunions internationales, le G20 en Afrique du Sud et également une réunion Union africaine, Union européenne en Angola. Et puis il rajoute 2 pays à titre bilatéral qui sont l'île Maurice et le Gabon. Alors l'île Maurice, c'est un peu une success story en Afrique puisque c'est un pays dont le revenu par habitant est de plus de 10 000 $ par an. Donc c'est un pays qui a bien fonctionné sur le plan du développement. Et le Gabon, il se trouve que depuis le coup d'État, nous avons de meilleures relations avec ce pays, même d'excellentes relations. Donc c'est un peu une exception, enfin avec la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique francophone, puisque malheureusement, il y a eu un échec, une difficulté grave, des relations très détériorées avec notamment les pays du Sahel central. Donc c'est un peu aussi pour faire oublier ces difficultés, cet échec, puisque notre ambassadeur a été expulsé de plusieurs pays, les bases françaises ont dû fermer, les relations sont très dégradées. Au Mali, nous avons même un diplomate qui est emprisonné. Donc les relations sont très mauvaises avec un certain nombre de pays avec lesquels autrefois nous avions de très bonnes relations. Vous le regrettez? Donc c'est pour passer un peu à l'étape suivante, pour montrer qu'il n'y a pas que ces pays-là, il y a aussi de bonnes relations entre la France et d'autres pays. Alors avant d'avancer là-dessus, mais est-ce que vous le regrettez au titre d'ancien ambassadeur que vous avez été dans ces pays? Est-ce que vous regrettez que la France ait été expulsée de ces États que vous avez signalés, notamment le Mali, où on a beaucoup investi? On est un peu triste, évidemment, que les relations soient détériorées avec des pays avec lesquels on était très proches. Mais en même temps, c'est un peu le résultat d'un certain nombre d'erreurs. Il y a d'abord le poids de l'histoire, le poids de la France-Afrique, le fait qu'on n'ait pas su adapter notre politique étrangère en temps utile, en conservant des mécanismes un peu archaïques. C'est-à-dire les bases... Vous parlez d'erreurs, Oui, alors je parle de... Ça, c'est pas des erreurs récentes. C'est depuis le général de Gaulle, pratiquement, nous avons gardé des bases militaires, le franc CFA, une certaine ingérence dans les affaires intérieures, des expéditions militaires régulières, les dernières sous Sarkozy en Côte d'Ivoire, ensuite au Mali avec le président actuel et son prédécesseur aussi. Ça a duré 8 ans. Donc, mais à l'époque, sous François Hollande, c'était la présidence du Mali qui avait appelé Paris à l'aide, à l'époque. Oui, c'est-à-dire, oui, effectivement. Quand Serval a commencé. Voilà, en 2012, le Mali était coupé en 2, tout le nord était occupé par les djihadistes, donc il y a eu un peu un appel à l'aide. Et donc François Hollande a décidé l'envoi d'une force armée qui s'appelait Serval. Ensuite, à partir de 2014, ça s'est appelé Barkhane. Mais il ne fallait pas rester aussi longtemps, évidemment, puisqu'on n'avait pas les moyens militaires dans une guerre asymétrique d'être efficace véritablement contre les djihadistes. Et d'autre part, la solution ne pouvait pas être seulement militaire. Il fallait administrer mieux ces territoires, offrir des services publics, donner une perspective à la jeunesse pour éviter qu'elle se rebelle, etc. Tout ceci, la France ne pouvait pas le faire, n'est-ce pas? C'était aux autorités locales de le faire. Donc finalement, ça a été un échec. Mais le tort que nous avons eu, c'est de croire qu'il y avait une solution militaire et que nous pouvions trouver une solution pour ces pays-là. Donc ces pays ont été quand même très déçus de notre ingérence, enfin de notre action militaire surtout dans ces pays-là. Et à la suite de ça, il y a eu une série de coups d'État dans toute la région et les gouvernements du Sahel, enfin des 3 pays du Sahel central, sont très anti-français actuellement et ça résulte aussi d'une série d'erreurs françaises. Je vous l'ai dit, les erreurs militaires que nous avions faites au Sahel central, le fait que notre armée est un peu agi toute seule en marginalisant les armées locales, en marginalisant un peu le gouvernement, sans obtenir de véritables résultats. Est-ce qu'on n'a pas non plus anticipé l'influence russe qui était grandissante à ce moment-là? Est-ce qu'on ne l'a pas contrecarré? On ne l'a pas anticipé parce qu'on ne pouvait pas tellement anticiper. Les Russes ont profité
profiter de l'opportunité, n'est-ce pas? Comme en Syrie auparavant. Les Russes ont été appelés par le vide. Les Français sont partis. Les situations économiques et surtout sécuritaires étaient très détériorées. Et donc les Russes, qui en plus étaient anti-occidentaux à cause de l'affaire de la Crimée en 2014 et ensuite de l'invasion de l'Ukraine, il y avait un conflit entre la France et les pays occidentaux et la Russie. Et donc la Russie a exploité notre difficulté dans le Sahel central pour développer un narratif anti-français dans ces pays-là et pour se montrer en sauveur, en disant qu'ils n'étaient pas, eux, une ancienne puissance coloniale, qu'ils étaient désintéressés, qu'ils ne venaient pas pour exploiter le pays, qu'ils venaient pour l'aider, et en même temps en inventant des fautes françaises inexistantes, expliquant que notre intervention était motivée par des arguments économiques, qu'on était là pour exploiter l'or du Mali, des choses comme ça. Donc ils ont développé toute une série de propagandes sur les réseaux sociaux en Afrique, anti-française. Donc ce narratif anti-français que vous décrivez de la part des Russes, et puis il y a aussi cette menace djihadiste dans la région du Sahel. Dernièrement, le chef du renseignement extérieur français, Nicolas Lerner, disait que le théâtre africain retenait notre attention. Est-ce que selon vous, Nicolas Normand, il y a une menace qui peut venir de cette région-là, une menace directe et qui peut affecter le territoire français? Oui, je le pense aussi. D'abord, il faut voir que nos intérêts ne sont pas tellement des intérêts économiques, n'est-ce pas? Nos exportations vers l'Afrique subsaharienne, c'est moins de 2% de nos exportations. Et c'est un peu inférieur à nos importations. Donc, nos intérêts ne sont pas économiques. Nos intérêts sont précisément sécuritaires et migratoires. Sécuritaires parce que si cette région du Sahel central où la sécurité ne cesse de se dégrader. Si un califat islamique ou si même simplement un chaos s'installe, ça peut avoir des répercussions parce que des groupes terroristes peuvent vouloir exporter leur terrorisme. On l'avait vu venant du Moyen-Orient. On ne l'a pas encore vu venant du Sahel, mais ça pourrait se produire. Puisque aujourd'hui, l'État islamique et Al-Qaïda sont affaiblis au Moyen-Orient et se renforcent au Sahel. Donc ce serait assez logique que ce soit un incubateur du terrorisme international qui se développe à partir de cette région d'Afrique, à partir du Sahel. Et puis il y a un problème migratoire aussi. Je reste sur cette question sécuritaire d'abord. Est-ce qu'on y est prêt et avec qui on peut échanger du renseignement puisqu'on n'y est plus? Alors, on n'arrive même plus à échanger du renseignement avec les pays du Sahel central. Nous avions une coopération qui a été conservée avec le Mali. Il y avait des agents de la DGSE, mais qui étaient invités par le Mali à être à l'ambassade de France sous statut diplomatique. Et récemment, le Mali a emprisonné le représentant de l'ambassade de France, qui avait un statut de diplomate, qui s'occupait de la coopération antiterroriste. Il est maintenant dans une prison. On ne sait même pas où il est. L'ambassade de France n'a aucun contact avec lui. Donc, c'est une violation du droit international, évidemment, puisque c'était le statut diplomatique. Et même si ce n'était pas un diplomate, normalement, le consulat doit avoir accès aux prisonniers de la nationalité française. Et ce n'est pas le cas non plus. Donc, le Mali, dans cette affaire, s'est comporté en état voyou. Il n'y a pas de doute. Voilà. Alors, et donc, il n'y a pas de coopération terroriste, antiterroriste avec eux. Il y en a une avec l'Algérie, quand même, qui est importante, parce que, d'abord, le terrorisme djihadiste est venu d'Algérie et il a descendu vers le Sahel à partir de 2011-2012. Et d'autre part, c'est très important que le Mali, qui contrôle un peu l'Algérie, je veux dire, qui contrôle un peu le nord du Mali, c'est important d'avoir une bonne coopération avec eux. Alors, justement, on sait que les relations ne sont pas... en tout cas, elles ne sont pas aussi bonnes qu'elles auraient pu l'être par le passé. On a gardé une coopération antiterroriste avec eux, quand même. Alors, est-ce que ça peut justement conditionner un retour à la normale avec l'Algérie? Est-ce qu'il peut y avoir une rencontre directe? On voit bien que l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Nunez, veut améliorer les relations avec l'Algérie, contrairement à son prédécesseur, M. Retailleau. Voilà, donc justement, un des arguments, c'est de développer une meilleure coopération en matière antiterroriste et aussi en matière migratoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens sous obligation de quitter le territoire, qui sont des Algériens, que l'Algérie ne reprend pas actuellement. Donc il faut arriver à ce que l'Algérie les reprenne. À condition de réchauffer les liens. Merci beaucoup, Nicolas Normand. Merci d'être passé par le plateau de France 24.